Bienvenue à la dernière partie de la présentation du Lean Management au Flow Management. Alors, lors de la première partie de cette présentation, nous avons vu les limites actuelles du Lean Management. Et nous avons parlé aussi des évolutions radicales depuis la conception du Lean, donc du Toyota Production System. Ça date de l'après-guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, on avait vu ça pendant la deuxième partie de la présentation. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le référentiel du flow management qui a comme vocation de répondre à ces limites et aussi de prendre en compte les évolutions radicales depuis l'élaboration du Lean. Tout référentiel actuellement que l'on met en place, à mon avis, doit prendre en compte des évolutions qui sont incontournables. La première, c'est le fait que depuis l'élaboration du Lean, il y a quand même différentes approches qui ont fait leurs preuves et donc qui doivent être intégrées dans le référentiel. Une des premières approches, c'est le Six Sigma. Ça date des années 80 pour tout ce qui est réduction de défauts, donc faire bon du premier coup, Six Sigma est incontournable, hein. Avec Six Sigma, on arrive à des taux de défaut, on parle d'opportunités par million d'opérations, donc on arrive à une maîtrise de la qualité qui n'a rien à voir avec le niveau de maîtrise de l'après-guerre. Et donc la boîte à outils de Six Sigma est vraiment incontournable si on veut maîtriser les causes de variation, donc les taux de défaut dans une organisation et devenir prédictible dans sa performance. En dehors de ces Sigma, il y a aussi la théorie des contraintes qui est très importante puisqu'elle nous apprend que tout système est contraint dans sa performance par une contrainte principale qu'il s'agit donc d'identifier. Si on se focalise sur des parties qui ne sont pas des contraintes du système, bien sûr, on améliore ces parties, mais on ne va pas améliorer significativement la performance du système. Donc, la théorie des contraintes nous apprend que dans tout système, il y a une contrainte principale. Il s'agit donc de l'identifier si on veut optimiser de façon optimale la performance de ce système. Ensuite, vous avez entendu parler aussi depuis ces dernières années de l'agilité, donc de l'importance de pouvoir s'adapter aux évolutions, à la volatilité finalement de l'environnement d'une organisation et tenir compte de l'évolution finalement des exigences des clients rapidement. Donc ce sont trois démarches, on ne peut pas faire l'impasse maintenant lorsque on met en place un référentiel dans une organisation. Il s'agit plutôt de les intégrer de façon cohérente dans un référentiel. C'est d'ailleurs ce que l'Académie L6S s'est employée à faire, puisque L6S, L, c'est pour le Lean, 6 pour Six Sigma et S pour Systémie. Donc, on a toujours voulu intégrer de façon cohérente ces différentes démarches. Euh, c'est malheureusement pas encore le cas où certains restent encore, je veux dire, peut-être dans des chapelles, peut-être parce qu'ils connaissent pas les autres ou ils n'ont pas l'ambition de les intégrer. Mais maintenant, en tout cas, tout référentiel que l'on met en place actuellement, à mon avis, devrait intégrer tout ce qui existe et tout ce qui a fait ses preuves. Il faut aussi les moduler, ces démarches, et prendre en compte la responsabilité sociétale et environnementale. Euh, on a parlé brièvement, par exemple, sur la définition de la valeur ajoutée d'un point de vue Lean. À cette époque-là, on ne se souciait pas encore de l'impact environnemental, mais maintenant, toutes nos organisations doivent le faire. Donc, il faut aussi moduler certains outils ou certains principes par rapport à cette nouvelle responsabilité sociétale et environnementale. Et enfin, je pense qu'il faut aussi rajouter une responsabilité que j'ai baptisée de collaborateur. Et ça, c'est pour répondre finalement à la problématique actuelle, qui est quand même une problématique de plus en plus importante de désengagement. Donc, on voit bien que les entreprises ont de plus en plus de difficultés à recruter, la rétention aussi n'est pas très bonne et le taux de désengagement est beaucoup trop élevé. On
parle même maintenant d'émissions silencieuses. Donc, il est temps d'adresser ce problème de la souffrance au travail pour inverser et passer de la souffrance à l'épanouissement au travail. Donc, c'est ce que j'appelle la responsabilité collaborateur. Et donc, le référentiel doit intégrer dans une dimension qui répond justement à aussi à cette problématique. Alors, comment on fait? Finalement, dans ce référentiel de flow management, vous voyez que justement, on essaie d'avoir un référentiel le plus complet possible. Donc, on va avoir un référentiel sur la partie système et processus. Donc, je fais l'analogie avec une partition, donc s'assurer que finalement on a la bonne partition, ce sont les bonnes notes, le bon tempo. Donc là, déjà, c'est harmonisé. Ensuite, il faut savoir mettre en musique cette partition, et là, ce sont des hommes. Donc, comment s'assurer qu'on arrive à l'optimum collectif, l'optimum de la performance et de la contribution collective. Donc ça, c'est une deuxième dimension. Et enfin, la dernière dimension du référentiel, du flow management, c'est s'assurer que chaque personne arrive aussi à l'optimum de sa performance et de sa contribution individuelle. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce terme flow, parce que vous savez que le flow, c'est un état qui a été défini par la psychologie positive, justement, lorsque la personne atteint le niveau de performance, de contribution, mais aussi d'expérience optimale. Donc, c'est très intéressant comme concept parce que justement, ça réconcilie performance et bien-être ou performance et épanouissement. Euh, le flow collectif, eh bien aussi, on parle aussi de fluidité des interactions. Donc, s'assurer qu'on arrive aussi à la performance, contribution et expérience optimale du groupe cette fois-ci. Donc là aussi, le flow. Et puis, pour le système processus, eh bien dans le Lean, on parle de fluidité puisqu'on parle d'écoulement du travail et de favoriser l'écoulement du travail. Donc finalement, le terme de flow aussi peut être utilisé pour décrire un des objectifs au niveau des systèmes et des processus. D'où le terme flow management qui va regrouper cet objectif d'avoir la meilleure partition, d'avoir le meilleur orchestre et aussi d'avoir les meilleurs musiciens hein, euh, qui, euh, qui vont qui vont s'harmoniser avec l'ensemble des autres musiciens. Et bien sûr, là, on a la responsabilité du chef d'orchestre, donc du manager. Encore faut-il lui donner la bonne partition et lui donner les clés pour justement que la performance d'un point de vue collectif et d'un point de vue individuel soit la meilleure possible. C'est l'ambition de ce référentiel flow management. Alors, concrètement, comment on fait? Alors, sur le flow des systèmes et des processus, donc sur la partie exécution, j'ai trouvé que cette analogie qui est faite par José Gramti de l'Université de technologie de Troyes est très parlante pour comprendre comment les différentes démarches peuvent s'intégrer de façon cohérente. Donc, José, en fait, fait cette analogie d'une entreprise avec finalement un tuyau. Euh, et finalement, lorsqu'on utilise la théorie des contraintes, on cherche à comprendre ce qui limite le débit à la sortie du tuyau. Donc, si vous voyez le travail, donc une transformation qui se fait de matières premières, de fournisseurs ou de demandes de fournisseurs en transformation vers un service ou un produit pour le client, tout ça, ça va s'écouler dans l'organisation. On va donc comparer ça à un tuyau. Et la théorie de contrainte va augmenter la section du tuyau, hein, puisqu'il va comprendre où est la contrainte du système. Et ça va nous permettre finalement de répondre à plus de clients, d'augmenter le débit de sortie. Le Lean, lui, va travailler sur l'écoulement, le temps de traversée. Donc, on va essayer d'équilibrer pour que le travail soit justement, s'écoule le mieux possible. On va éliminer les gaspillages, donc tout ce qui peut ralentir l'écoulement du travail. Donc, finalement, on va réduire la longueur du tuyau. Donc, ça, c'est l'optimisation qui va être faite grâce au référentiel Lean. Et le référentiel Six Sigma, lui, va
enlever les fuites du système, puisque dans Six Sigma, on parle aussi d'usines cachées ou de processus cachés. C'est toutes les ressources que l'on utilise pour corriger, parce qu'on n'arrive pas à faire bon du premier coup, donc il faut refaire. Donc ça, on peut le comparer à des fuites d'eau, donc à toute l'eau qu'on perd et qu'il faut retraiter. Donc vous voyez que cette analogie est parlante, puisque finalement, le référentiel combiné va nous permettre non seulement d'augmenter le débit, mais aussi de réduire la longueur du tuyau et enlever ses fuites, hein. Donc, on voit bien pourquoi on a besoin des trois pour optimiser le système. À cela, il faut aussi rajouter l'agilité. Donc, l'agilité, c'est finalement travailler sur l'inertie, enlever l'inertie, euh, enlever cette résistance au changement, parce que l'inertie vient surtout de la résistance au changement, qui va permettre de s'adapter en permanence à l'évolution. Donc, l'ensemble de ce référentiel peut devenir cohérent et il faut aussi intégrer dans ce référentiel maintenant la responsabilité environnementale, donc faire certains ajustements sur certaines notions, donc la valeur ajoutée ou certains outils, pour intégrer la responsabilité environnementale. Et ça nous donne un référentiel cohérent pour l'exécution en utilisant finalement toutes les démarches qui ont fait leur preuve plutôt que de rester uniquement sur une toute petite partie et se priver de, de tout ce qui déjà a fait ses preuves. D'autre part, pour le développement, on peut faire la même approche, hein. Je viens de vous parler de l'exécution, mais bien sûr, il y a aussi toute la partie conception et développement dans une entreprise, donc conception d'un produit, conception d'un service. La démarche Lean Développement a fait ses preuves pour optimiser ce processus justement de conception, mais aussi il y a Design for Six Sigma qui apporte, comme on a vu dans l'exécution finalement, où Six Sigma apportait la partie réduction des défauts, et bien là, dans la partie conception, développement, Six Sigma va apporter la partie comment on fiabilise. Donc, ce Design for Reliability, c'est de réfléchir finalement au taux de défaut, ou en tout cas de concevoir pour arriver au taux de défaut que l'on souhaite lors de la production, lors de l'exécution, si c'est un service. Donc là aussi, c'est un apport essentiel pour fiabiliser les conceptions parce qu'on sait que beaucoup des défauts viennent de la conception et malheureusement, lorsqu'elle a été mal faite, cette conception, on est obligé de vivre avec ce taux de défaut ou alors revoir la conception. Donc là, c'est proactivement arriver au taux de défaut que l'on souhaite. Et ensuite, l'agilité, qui est aussi dans la conception est très importante, puisqu'elle nous permet d'éviter l'écueil de partir dans un long effet tunnel, de dire ben, j'ai collecté les besoins des clients, je les ai compris au début de mon processus de conception et j'y réponds à la fin. Et peut-être que ce processus de conception parfois peut prendre beaucoup de mois, parfois un an, voire plus pour certains produits. Et là, je risque d'avoir un décalage entre la, les besoins qui avaient été exprimés au début et la façon dont j'y réponds, parce que, entre-temps, ils ont évolué. Donc, l'agilité me permet, par des sprints, justement, de me resynchroniser beaucoup plus rapidement avec le marché, avec les clients, pour vérifier que je suis toujours en phase et pour me réajuster, me réadapter, me resynchroniser si les besoins ont changé avant que j'ai terminé justement ma conception. Donc, vous voyez que là aussi, ce sont des apports très importants. Il faut intégrer ces démarches. Il ne faut pas faire comme si elles n'existaient pas et dire il n'y a que les lignes qui existent. C'est absurde de ne pas utiliser des démarches qui peuvent nous aider à fiabiliser et aussi à rester en phase avec les évolutions du marché. Là aussi, en modulant, comme pour l'exécution, avec la responsabilité environnementale. Voilà un peu pour la partition. Donc, on va dire là, on a des systèmes de processus qui sont costauds, qui sont agiles, qui sont fiables et qui sont aussi, d'un point de vue lean, il n'y a pas de gaspillage et donc où ça s'écoule bien. Maintenant, il faut mettre en musique. Et là, l'objectif,
qu'on retrouve dans le terme flow, est d'atteindre la performance et la contribution à l'expérience collective optimale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre? Il y a plusieurs dimensions. C'est s'assurer déjà qu'on a mis les bonnes personnes aux bonnes places. Et là, peut-être qu'il faut réfléchir aux aspirations des personnes pour que on ait cette motivation aussi et que cette personne qui est à la bonne place va donner le meilleur d'elle-même. Il faut travailler aussi sur le fait que le travail est fluide et donc les interactions aussi sont fluides entre les différentes personnes, éviter tous les conflits, le fait que les gens ont du mal à se comprendre. Donc, d'arriver à cette fluidité des interactions pour que tout le monde se mette au service du meilleur résultat global. Et quand on dit résultat global, c'est aussi d'intégrer cette responsabilité sociétale, donc l'impact pour la société. Et là, je pense qu'il y a une défaillance dans les référentiels qui existaient, ou une absence même de référentiels, peut-être parce que c'était plus dans le domaine des RH jusque-là. Mais lorsqu'on voit les problèmes que l'on a maintenant de désengagement et de rétention, d'attirer les talents et aussi même maintenant de démissions silencieuses, c'est la preuve qu'il manque un référentiel. Et c'est d'ailleurs un des objectifs d'un atelier de France Processus. Je participe à cet atelier, ce qui s'appelle le management responsable, qui va être justement de pallier à cette absence dans le référentiel qui existe pour optimiser l'organisation sur la partie dimension humaine. Donc, comment arriver à la performance, la contribution à l'expérience collective optimale. Euh, donc, si cette partie vous intéresse, bah, vous pouvez peut-être vous rapprocher de France Processus. Vous pouvez aussi me contacter et je vous tiendrai au courant du progrès des travaux sur ce référentiel qui va permettre de combler un peu ce vide dans les référentiels qui existaient, qui étaient plus sur la partie processus ou système. Et ensuite, moi je vais même plus loin donc en disant qu'il faut aussi un référentiel sur le flow individuel. Donc comment aider individuellement les personnes pour parvenir à leur performance, contribution, expérience optimale. Donc, l'état de flow. Depuis plusieurs années, j'ai travaillé là-dessus et je me suis dit que finalement, dans les entreprises, on utilise la démarche projet, donc on comprend que pour arriver à une transformation, il faut un fil rouge, il faut comprendre les étapes qu'il faut franchir, il faut comprendre à chaque étape les résultats que je dois atteindre, il faut comprendre pour chaque résultat quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les outils. Donc, pour parvenir à une transformation efficace, on sait qu'on a besoin d'une démarche projet dans les organisations. Pourquoi pas le faire au niveau individuel? À ma connaissance, c'est pas quelque chose qui a été fait ou les gens qui travaillent sur le développement personnel sont pas forcément familiers avec la démarche projet. Bon, d'ailleurs, moi, je trouvais que c'était pertinent de créer ce fil rouge. Et moi, je suis pas expert dans le domaine et dans chaque étape, ce sont bien sûr des experts. Je me suis appuyé sur des experts. Ce que j'ai fait, c'est réorganiser ce fil rouge pour que cette transformation d'un point de vue individuel soit le plus efficace et le plus rapide possible. Et donc, je suis arrivé à 4 étapes que j'ai baptisées Flow, Flow. Et en les faisant, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait besoin de cette transformation. Peut-être que certaines personnes arrivent spontanément à l'état de flow, mais finalement, quand on voit les étapes, c'est pas des étapes que notre environnement nous aide à franchir forcément de façon spontanée. Euh, et le référentiel peut les aider justement à les franchir et à parvenir à cet état de flow. Tout le monde peut arriver, parce que je pense que tout le monde peut contribuer, tout le monde a un talent, et tout le monde donc peut s'épanouir et contribuer, et tout en
parvenant à son épanouissement personnel. Donc c'est dommage de ne pas le faire et de rester dans une situation où des gens ne s'épanouissent pas dans leur travail ou parfois même souffrent. Voilà, donc moi j'ai travaillé sur ce référentiel, j'ai créé un site pour le partager qui s'appelle destinationflow.info et je pense que c'est un bon ajout donc au flow management. Si on arrive à avoir ces trois dimensions du référentiel, la partie système, processus, donc la partie exécution en s'appuyant sur toutes les démarches, donc en intégrant de façon cohérente ces différentes démarches qui ont fait leur preuve. Sur la partie flow collectif, et là je pense qu'il y aura des avancées grâce à France Processus sur cette partie, grâce à cet atelier sur le management responsable. Et ensuite, en rajoutant, pourquoi pas, ce référentiel sur le flow individuel qui permet à chacun d'arriver à son état de flow. Je pense qu'en tout cas, c'est certainement le référentiel le plus complet. En ajoutant ces trois dimensions, on a certainement un référentiel qui couvre de la meilleure performance individuelle à la meilleure performance collective, en s'assurant qu'on a aussi la meilleure partition. Et là, je crois qu'on couvre l'ensemble des dimensions de la performance. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie vivement de votre attention. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, des suggestions, je serais ravi que vous les partagiez avec moi. Et si nous pouvons faire évoluer ce référentiel dans l'intérêt de tous, ben, j'en serais ravi. Donc sur le flow collectif, euh, je pense qu'il y aura certainement des avancées à partir du mois de juin quand le travail de l'atelier sera terminé. Merci de votre attention.